Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Mon invité est un visage bien connu d'RTL Télévision et depuis plusieurs années, il est désormais écrivain. Bonjour Claude Rappé, Bonjour Nicolas. ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Vous venez de publier un roman autobiographique qui s'intitule L'écolière. Oui, Vous revenez sur une grande histoire d'amour oui, avec Monique, oui. votre première grande histoire d'amour. Oui. Comment était-elle Monique? Ah, elle était très belle. Elle avait un physique qui pourrait se rapprocher de celui de Jackie Kennedy au niveau des yeux et de la bouche. Elle était grande. Alors, je ne pourrais pas vous dire le nombre de centimètres, mais parce qu'on avait 14-15 ans, donc elle a dû changer après. Et que parfois elle avait peut-être des talons. Elle avait, elle avait une tendance à être coquette et à s'habiller en femme déjà à cet âge-là et à l'école. Mais pour tout vous dire, nous sommes au début de la mixité dans les écoles. Donc les filles commencent à avoir des jupes à géométrie variable, c'est-à-dire qu'elles se les retournent quand elles sont en classe, et puis pour rentrer à la maison, elles remettent la longueur. Genre les chemisiers qui s'ouvrent, et puis voilà. Il y avait ça, et chez les garçons, il y avait la volonté de se faire remarquer. Hein, ça, c'était souvent de manière assez étourdie et pas très élégante, mais bon, c'était les garçons, quoi. C'est la première fille qui attire vraiment votre attention. Mais c'est pas la première qui attire mon attention, c'est celle qui... Elle fonce vers moi. Elle me dit, est-ce que tu veux dessiner et écrire quelque chose dans mon carnet de poésie? Oh, bah oui, c'était la plus jolie fille de la classe. C'était aussi la première journée qu'on passait ensemble dans l'école. Enfin, dans la classe, parce qu'elle était déjà dans l'école. Et je ne sais pas pourquoi, au moment où je reçois ce livre, elle me regarde, elle me dit, tu m'as vu dans la classe? Oui. Je t'aime. Oh là là, et moi, on m'avait jamais dit je t'aime. Je vivais dans une famille où ça se disait pas. On s'aimait sans doute, mais il n'était pas question qu'on utilise des mots comme ça, c'était irrévérencieux. Quelle est votre sensation en recevant Un je ces t'aime. deux mots je t'aime que vous entendez pour la première fois à votre oreille? Ben, la première idée que j'ai, c'est que je me dis, et c'est une fille qui n'a pas beaucoup d'éducation, de mauvaise vie, quoi. Et puis très vite, je me rends compte que dans les yeux, il y a quelque chose de profond. Elle m'avait observé depuis un certain nombre d'heures ou de jours, et elle avait jeté son dévolu sur moi, et je ne savais pas très bien pourquoi, parce que je n'étais pas, voilà, j'étais pas Alain Delon, hein, ça c'est bon. Et en plus, elle sortait d'une relation avec un garçon qui lui ressemblait plutôt à Schwarzenegger. Donc j'étais un peu, je disais, j'étais chétif. J'étais un petit bonhomme mal fringué parce que ma maman faisait cousait mes pantalons et mes chemises. C'était pas du prêt-à-porter acheté. Je savais pas ce que c'était qu'un jean. Enfin, j'étais vraiment mal fringué, quoi. Oui. Vous aviez 14 ans. Oui. Votre histoire a duré combien de temps? Elle a duré un an. Enfin, elle dure encore, hein, mais je veux dire, sur le plan de la relation d'amoureux, elle a duré un an. Quand et comment votre histoire s'est-elle terminée? Alors, elle s'est terminée en juin 1968 par une lettre qui m'est arrivée alors que on avait déménagé, que j'habitais à Namur. Et cette lettre, mon père est tombé dessus. Il ne l'a pas lue, mais il a compris. Et il m'a dit, écoute, tu n'as pas à continuer cette relation avec cette fille parce que nous sommes, et il a cité le nom de sa religion, témoins de Jéhovah, et il est hors de question que tu sortes avec une fille qui n'est pas témoin de Jéhovah. Voilà. Donc tu vas m'écrire une lettre de rupture. Ou, enfin, c'est plutôt moi qui lui ai proposé ça parce qu'il m'a proposé de lui expliquer. Ben, bon, elle savait très bien que j'étais témoin de Jéhovah, elle n'avait rien à foutre. Hein. C'est lui qui avait... Et là, j'ai dit, je vais jouer au plus fin. Je vais écrire une lettre, puis demain, je vais écrire une autre, et ça va... Et en fait, ça a vraiment merdé, quoi. Elle a pas bien pris du tout cette lettre de rupture, et je n'ai plus jamais eu de contact avec elle à partir de ce moment-là. Vous perdez sa trace? Je la perds parce que je ne suis pas très vigilant. Je sais que je suis très surveillé par mon père. J'ai aussi une éducation de timoré. Hein. Je suis quelqu'un qui est complètement obéissant aux dogmes, aux règles de cette coterie religieuse. Je suis, moi, dans un concept sectaire où j'obéis. Mais j'en souffre. Et comment et quand êtes-vous sorti de l'emprise de cette
secte? Il va falloir des années. Il va falloir des années, c'est-à-dire que pendant quelques années, je vais encore un peu fonctionner dans cet esprit-là, mais avec des rébellions permanentes. Par exemple, je m'abonne à la revue Time Life et je lis plein d'articles sur l'évolution des espèces, alors que les témoins de Jéhovah nient ça, puisque c'est la création pure et simple. Je deviens anti-religieux à travers eux, c'est-à-dire que je mets tout dans le même sac, y compris la religion catholique que je ne connais pas. L'islam, on n'en parlait pas encore tellement à ce moment-là. Donc c'est vrai que je mets les religions monothéistes un peu dans le même sac, c'est faux. J'en arrive à me dire à un moment donné, et si j'étudiais un peu cette Bible, mais en scientifique? Et c'est comme ça que je suis devenu historien, c'est-à-dire que j'ai commencé à étudier l'Antiquité biblique, l'histoire de la Perse, et j'ai découvert le nombre de... Alors, je vais dire mensonges, c'est peut-être un peu dur pour ceux qui croient. En tout cas, le côté romancé de la Bible, qui est tellement fort qu'à un moment donné, on se demande de la vérité, quoi. Vous avez pensé à Monique toute votre vie. Pour Toute quelle ma vie. raison? Parce qu'elle m'a libéré. Elle a défait les menottes qui me tenaient les mains, si on va dire, c'est une image. Bon. Elle m'a libéré dans le sens où elle m'a donné l'occasion de croire en moi. Elle m'a dit, mais non, tu écris très bien, tes poèmes sont très bien, alors que mon père disait, oui, bon, ton petit talent d'écrivain. Mon père disait toujours aussi, tais-toi, écoute, apprends, tu parleras plus tard. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs pour un enfant. Enfin, mais le problème, c'est qu'elle, elle me disait, non, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Donc, philosophiquement, mais je mets entre guillemets le mot philosophie. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ceci? Subitement, je devais penser. Alors que jusque-là, il n'y avait qu'un organe qui me disait de penser, c'était la tour de garde qui sortait des imprimeries des témoins de Jéhovah. Et je n'avais pas le droit de penser. J'étais un apostat si je pensais. Je ne pouvais pas, en tout cas, je ne pouvais pas penser autrement. Je ne pouvais pas remettre en question le fait, par exemple, ça m'est arrivé quand j'avais 14 ans, vous comprenez quelque chose? Vous avez un homme et une femme nus qui sont à côté d'un arbre où ils poussent soi-disant une pomme, il croque la pomme et puis il ne peut plus rentrer dans le paradis parce qu'il y a un ange avec une grande épée flamboyante qui l'empêche de rentrer. On est dans l'image, parce que, ou alors l'épée, elle a été fabriquée par la fabrique d'Herstal, parce qu'il n'y a pas encore un homme et une femme, enfin si, il y a un homme et une femme sur cette terre, et déjà il y a une fabrique d'épée qui représente la guerre, alors que la guerre n'existe pas, puisqu'il n'y a qu'un couple. Et je pose des questions comme ça, un peu, ça a l'air un peu puéril, mais c'est d'ailleurs puéril, mais ça remet en question toute la véracité biblique, et alors on en arrive à... bah oui, ce sont des symboles, ce sont des images, ce sont des paraboles, ce sont des... Bah oui, mais alors à ce moment-là, il faut peut-être qu'on soit nuancé aussi sur ce qui s'est passé réellement. Ce n'est que tardivement que vous tentez de retrouver Monique. Pourquoi avoir attendu autant d'années? Alors j'ai essayé plusieurs fois, entre 20 et 30 ans, de la retrouver en allant sur les lieux où on allait. Et d'abord, il y a eu... je n'avais jamais vu sa maison parce qu'elle ne voulait pas que je m'approche de sa maison, parce qu'elle avait peur que son père nous surprenne. Et puis les voisins parlent, etc. Mais je savais que c'était au numéro 1. Et il se fait que ce numéro 1 est devenu, dans les années dont je viens de parler, est devenu numéro 8. Donc j'ai été sonné plusieurs fois, et chaque fois je suis tombé sur des gens qui me disent « Qu'est-ce qu'il me veut celui-là ?» Et je demandais après Monique, mais non, ils ne connaissaient pas. Bon, il faut savoir qu'elle est partie très tôt aussi, donc à partir des années 70-80, elle a quitté complètement la Belgique pour aller vivre au Burkina Faso, et que là, bah, on l'a complètement perdue de vue, quoi. Vous savez, c'est une histoire d'amour de deux jeunes personnes de 14-15 ans, qui a duré donc une petite année. Ça n'a pas marqué les esprits, hein, Néanmoins, par le mien. En quoi cette histoire a-t-elle changé votre vie? Parce qu'elle est ma référence. Depuis lors, j'ai vécu des choses que vous vivez vous-même pour le moment, c'est-à-dire vous faites beaucoup de rencontres. Et parmi les rencontres que j'ai faites, à travers la télévision surtout, mais aussi à travers la presse écrite, j'ai rencontré ceux qui font bouger le monde. Les influenceurs, qu'on dit maintenant, hein, c'est autre chose des influenceurs maintenant. Mais enfin, voilà, c'était des interviews avec James Brown, c'était des interviews avec Freddie Mercury. Je viens de penser à lui là parce que il y a un restaurant qui vient de fermer où j'ai été manger
un Américain frite avec lui. Et il m'avait demandé, quand on lui avait présenté l'Américain, bien cuit, hein, ça m'a fait rire. Mais voilà, donc dans la musique, il y avait ces grands-là que j'avais rencontrés. Dans le domaine du théâtre, j'avais rencontré Arthur Miller, justement, pour Les Sorcières de Salem. J'avais rencontré des philosophes, des écrivains. J'étais devenu ami avec Marcel Julien. Et quand je fais le bilan, maintenant que j'ai plus de la soixantaine et que j'étais très ami avec Béjart, quand je fais le bilan de tout ça, je me dis celle qui les surpasse tous en matière d'amour, de tendresse, d'intelligence et de philosophie, c'est Monique Bouffiou. Elle est au-dessus de tout. Parce qu'elle m'a fait bouger. Les autres, bah, j'étais un intervieweur, j'étais un journaliste, hein, je suis peut-être un petit peu plus poli qu'intervieweur, mais j'étais un journaliste et j'apprenais des choses, c'est sûr, mais jamais autant qu'avec elle. Parce que là, on était à l'aube de la vie et le débat était constant sur l'amour, avoir des enfants ou pas, le mariage ou pas. Pendant ce temps-là, Paul Naref chantait Je voudrais faire l'amour avec toi. On n'avait qu'envie que ça, mais on ne pouvait pas parce que à l'époque, il n'y avait pas la pilule, ou en tout cas, elle était en vente, mais pas dans les monoprix, comme dirait Antoine. Le préservatif, ça n'existait pas. Les maladies vénériennes, on n'en parlait pas. Donc, il y avait une espèce d'éducation aussi. Elle était très catholique. Moi, j'étais évidemment élevé dans une coterie religieuse. Il n'était pas question qu'on passe tout de suite à l'acte. Et tout ça fait que elle est devenue sublimatoire, parce qu'elle est devenue comme un ange. Comme un ange qui pensait, qui m'obligeait à penser et avec qui j'avais envie de faire ma vie. C'est la seule femme à laquelle vous avez été fidèle? C'est ce que je dis, oui. Pourquoi avez-vous trompé toutes les autres? Mon Dieu, mon père, j'ai beaucoup péché. Alors, je ne dirais pas que je l'ai dit sans doute que j'ai trompé toutes les autres, mais enfin bon, il y a une façon de tromper aussi. Très souvent, j'ai eu des aventures qui n'étaient pas aussi sérieuses que je le laissais croire, et du coup, bah, j'avais d'autres maîtresses. Vous m'embarrassez avec cette question parce que c'est... Ah, c'est basé sur vos écrits. Oui, je sais, mais c'est plus facile à écrire qu'à dire. Maintenant, il y a eu... De toute façon, il y a prescription. Oui, bien sûr. Vous avez trompé, certaines vous ont trompé. Mais j'ai été trompé. Un point partout. Certainement. En tout cas, j'ai eu quand même de grands amours. J'ai épousé une première femme avec qui j'ai fait 2 enfants. C'est pas rien quand même. 2 enfants que je vois encore maintenant et qui me voient encore, et je vois encore leur maman. Donc on se voit en pote, quoi. J'ai aussi fait un mariage d'amour avec Natacha Hamel, la comédienne. Bon, je dis toujours, elle m'a répudié un jour. Bon, ben, j'ai été répudié, c'est qu'elle ne m'aimait plus. Mais ça a quand même... C'est ce qu'elle vous a dit? Qu'elle ne vous aimait non, plus? oui, ça oui, oui. Mais en revanche, répudié, c'est moi qui utilise le terme. Mais enfin, c'est même pire que ça. Je pense que j'étais jeté comme une... Bon. Mais en revanche, j'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle, mais j'ai vécu 12 ans avec elle, ou 11 ans. Oui. Plus jamais de nouvelles? Ah non, j'ai plus. Ça fait maintenant 15 ans que je n'ai pas de nouvelles de Natacha Hamel, sauf par la presse. Mais comment le vivez-vous? D'autant plus que vous n'avez rien à vous reprocher. Et que... Bah, elle me reproche évidemment des choses, mais c'est venu avec le temps. Au début, elle m'a quitté sans avoir rien à me reprocher ou pas grand-chose. Et puis après, elle a commencé, enfin, avec l'entourage, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à dire des choses. Il m'a trompé, il m'a volé, enfin bref. Moi, je pense que j'ai surtout aidé cette femme à se construire dans son métier. Je dis bien aider, mais je n'ai pas été vital, j'ai été là, c'est tout, j'étais là. Mais vous ne préféreriez pas la revoir autour Si. d'un café ou autour d'un verre, histoire de dire les choses et de l'écouter, plutôt que de laisser parler les autres qui ne connaissent pas votre histoire? Je le souhaite hardiment, mais il semblerait qu'elle ait été tellement blessée qu'elle n'a plus envie. Blessée parce que les autres lui ont dit? Je pense qu'il y a une construction de la pensée qui vient d'abord de la personne. C'est qu'on se trouve beaucoup d'excuses quand on a quitté quelqu'un pour dire que l'autre était mauvais et que nous, on a souffert et qu'on est la victime. Elle m'a diabolisé et elle s'est victimisée.
Bon, c'est le parcours de tous les couples qui se séparent, hein. Mais ici, c'était violent dans la mesure où il y a une omerta vraiment totale, tellement grave que quand on a eu des problèmes d'impôts, etc., ben, il n'y a même pas eu de dialogue. Il fallait parler à travers des avocats, 10 ans après. C'est quand même terrible, ça. Vous, ça vous a freiné pour la suite de votre vie? Oui, j'ai arrêté d'écrire à partir du moment où elle m'a quitté. Il a fallu vraiment que des amis me poussent à réécrire. J'ai commencé par des biographies. C'était plus facile. J'ai écrit sur Sandra Kim, j'ai écrit sur... je ne dis pas que c'est facile d'écrire sur Sandra Kim, c'est pas ça que je veux dire, qu'elle ne le prenne pas comme ça. Je dis C'était plus simplement... facile pour vous plus facile pour d'écrire moi. sur la vie de quelqu'un d'autre que sur votre propre vie. Voilà, sur Lou de Preyck, sur Jacques Carreuil, j'en ai proposé d'autres. J'avais même commencé une biographie sur Rihanna. Mais là, c'était très compliqué parce que les Américains, je ne vous fais pas le décor. Mais en revanche, j'ai plus envie d'écrire. Et puis un beau jour, j'ai ressorti quand même un vieux manuscrit et je l'ai retransformé en thriller. Et c'est là que j'ai redémarré, il y a 10 ans à peu près maintenant. Ouais. C'est l'écriture qui vous a sauvé? En tout cas, ça a amélioré considérablement ma vie. Je ne parle pas du tout financièrement, hein, là au contraire, c'est pas ça qui rapporte, mais c'est vraiment... vous levez le matin quand vous êtes à la retraite d'un média qui était évidemment très préoccupant et qui est très occupant. Je pense par exemple de RTL Télévision, RTL TVI, c'était pas des semaines de 40 heures, c'était des semaines de 80 heures, hein, ça c'est sûr. Et à la maison, il fallait encore lire les bouquins, il fallait encore regarder les films, il fallait encore écouter les musiques, avoir un avis sur tout, justement, comme je disais, se renseigner, prendre des... Bon, c'était vraiment très préoccupant. Du jour au lendemain, non seulement vous disparaissez de cet univers-là, mais on ne vous propose plus de livres à lire, on ne vous propose plus de films à regarder, ni de disques à écouter. En tout cas, je parle dans le domaine culturel. Et oui, vous vous sentez un peu inutile. Jusqu'au jour où vous vous mettez à écrire et quelqu'un vous dit « c'est pas mal, hein, tu devrais continuer ». Et on va faire ça. Et alors là, maintenant, je me lève pour écrire. Pour quelle raison est-ce que tout s'est arrêté avec RTL à l'époque? Alors, ça s'est arrêté pour beaucoup de gens, donc je ne voudrais pas non plus dire que je suis le Christ sur la croix. Il y a eu au moins Barabbas à côté de moi. Non, je rigole, c'est vraiment... Ça, c'est mon côté iconoclaste. Mais non, Philippe Soreille a été viré, Frédéric Ries a été viré, donc il y a quand même beaucoup de gens Anouchka, il y a beaucoup de gens qui ont dû partir. Alors, les conditions dans lesquelles ils sont partis sont toujours un petit peu différentes, mais c'est quand même toujours un peu aussi similaire. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de te voir, donc combien pour que tu t'en ailles, ou bien si tu ne veux pas, ben, on te flanque un procès. Voilà. C'était vraiment assez violent. Je pense qu'il y avait un souci de la part de la direction d'RTL à ce moment-là d'éliminer tous les anciens. Il y avait, j'ose dire que c'est un petit peu un génocide. Frédéric Ries fait une brillante carrière en politique. Brillante. Méritée, parce que on dit qu'elle est brillante, mais franchement, ses interventions sont souvent très intéressantes. Philippe Soreille a rebondi à la RTBF. Très bien. Et vous? Alors, au niveau télé, il y a eu AB3 à un moment donné, où j'ai animé un débat, mais ça n'a duré qu'un an. Et puis après, je me suis marié avec Natacha Hamel, et là, je me suis occupé d'une comédienne. Je me suis dit, ce que je connais sur la télé et sur la production, parce qu'on avait fait de la production avec Jacques Navalic bien avant TVI, ce que je sais, je vais lui communiquer. Prends un exemple, je dis, tu ne te présentes pas devant Étienne Moujotte, directeur de TF1, en demandant du boulot. Tu viens lui dire, bonjour monsieur, je suis venu vous expliquer comment gagner plus d'argent. Ce sont des formules un peu commerçantes, mais ça a fonctionné. Et puis bon, c'est une femme qui se levait à 4 h du matin pour aller travailler et qui se couchait tard et qui faisait tout pour. Tout ça, vous l'avez fait par amour, mais elle ne vous l'a pas rendu? Je ne pense pas qu'elle devait me le rendre. Je l'ai fait par amour, j'étais pas obligé de le faire. Ça n'a pas marché aussi bien pour moi en littérature en France, mais j'ai quand même été édité 3 fois chez Albin Michel, 2 fois au Rocher. Bon, ça allait, mais je vivotais quand même un peu. Vous avez été heureux en amour avec elle alors? Très. Jusqu'au moment où tout s'est terminé? Jusqu'au dernier jour. C'est impensable alors? Impensable. Le jour où elle m'a dit qu'elle voulait que ça s'arrête, je l'aimais encore, je voulais encore continuer avec elle. Elle pas, visiblement. Vous n'aviez rien vu venir?
Non, j'ai rien vu venir de ce genre. Mais je sais qu'il y avait des hauts des bas, il y avait des moments où effectivement je vivais avec une comédienne très talentueuse qui était capable de jouer aux côtés de Robert Hossein ou dans une série télé ou voire dans un film qui essayait de conquérir Hollywood. Donc j'étais vraiment face à une perle, elle était d'une beauté rare. Tout m'incitait à être prudent. Elle pouvait très bien aller manger avec DiCaprio à Los Angeles et puis ne pas revenir. Je ne cite pas un exemple, là, je cite justement ça en exemple. Ça aurait pu arriver. J'étais conscient de ça. J'avais pas une crainte de ça, parce que j'avais l'impression qu'on était solide. Ce qui nous a peut-être un peu abîmés dans le couple, c'est le tsunami de 2004. En tout cas en 2005, quand on s'est fait violemment attaquer par la presse suite au livre qu'on a écrit sur le tsunami. Plus sur la façon, sur la forme du livre. Sur le fond, on n'a pas été critiqué, on était victime. Mais sur la forme du livre, on a été critiqué, et particulièrement en Belgique. En France, pas tellement. Vous n'avez plus de nouvelles d'elle depuis votre rupture. Qu'aimeriez-vous pouvoir lui dire aujourd'hui? Je ne vais pas lui dire buvons un café ensemble. Même si vous en avez envie. Mais je pense que un bon Meursault, un verre de vin, oui, un verre de vin blanc avec elle, oui, volontiers, sans aucune arrière-pensée, certainement pas de désir de remettre sur la table des choses qui ne sont pas utiles. Simplement devenir sinon des amis, au moins être dans l'apaisement. Oui, c'est un appel alors à ce moment-là. Oui, je lui fais l'appel. Oui, j'aimerais bien. Une invitation, un clin d'œil, comme vous pouviez lui en adresser par le passé? Oui, j'en ai fait beaucoup, mais le problème, c'est que j'ai peut-être été un peu harceleur à ce niveau-là. J'essayais vraiment de la revoir et de parler, d'essayer de calmer les choses. Peut-être que maintenant, avec le temps et l'âge, peut-être que... Peut-être qu'aujourd'hui, elle est en mesure d'y répondre. Oui. Oui, c'est elle qui vous envoie ou... Vous faites bien ça. Hein, Ni vous ni moi ne savons à quel point sa vie a changé, y compris son regard sur vous. Je ne la vois pas beaucoup, donc du coup, je suis un peu inquiet, oui. C'est quelqu'un qui devrait être... Bon, vous me direz, là, pour le moment, avec la Covid, on ne voit pas grand monde. Mais avant ça, déjà, j'aurais souhaité qu'elle aille pas plus loin, mais qu'elle continue sur cette lancée, parce qu'elle est excellente. Voilà. Et elle l'est sans doute toujours. Elle aurait aimé un enfant de vous? Alors, on a évoqué ça ensemble à un moment donné, mais j'ai souvent entendu des phrases, c'est pas le moment. Et moi, je lui répondais une phrase qui est peut-être pas la bonne, mais je lui disais, moi j'en ai déjà deux, je sais ce que c'est, donc je suis pas dans la demande. Vous n'avez pas insisté alors? Mais j'ai jamais refusé. Si elle dit ça, elle ment. Je n'ai jamais refusé d'avoir un enfant avec elle. J'ai simplement dit, c'est pas le moment. Il faut dire qu'on a vécu les vaches maigres aussi. Hein. On a mangé des œufs durs pendant des années à Paris avant que ça commence à démarrer. Donc c'était peut-être pas le moment, on va dire. Peut-être qu'on a été un peu trop calculateur en faisant le paramètre entre son métier et le désir d'avoir un enfant. Il y a eu cette espèce de jauge qui est revenue souvent. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas. Voilà. Ça n'est pas un regret? Je répète, moi j'ai 2 enfants. En plus, avec le tsunami, j'en ai eu 19 autres, dont 3 dont je m'occupe encore maintenant, mais qui sont maintenant des adultes, évidemment. J'ai pas de souci de paternité, non. J'en ai pas besoin. Donc je ne regrette pas. Mais je pense pas que ça aurait arrangé les choses, par exemple. Sûrement pas. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de vous occuper de tant d'autres enfants? C'est elle et moi, ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait un chèque à la Croix-Rouge, mais il courait des bruits sur la Croix-Rouge à ce moment-là, qui plaçait en 6 caves l'argent qu'on leur donnait tellement il y en avait. On avait aussi très peur que l'argent parte pour reconstruire, je m'excuse auprès des musulmans, mais des mosquées à Bangladesh. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les enfants aient à manger et des tuteurs et à l'école. Et comme on était en Thaïlande, le pays étant davantage bouddhiste que
musulmans, même s'il y a quand même 1% de musulmans. On a pris les enfants. Mais très curieusement, sur les 19 enfants, il y avait 6 musulmans. On ne les a pas exclus. C'était bon. Donc, on a donné une cotisation pour que les gens qui les prenaient en charge puissent leur payer des études, des vêtements et à manger. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'il y ait... Voilà. Ça a duré 10 ans. En ce qui me concerne, parce que quand on s'est séparés, elle a préféré que je m'occupe seul de cette affaire et j'ai continué. Mais ça devenait difficile à un moment donné parce qu'il y a eu les droits sur le livre, il y a eu des dons, notamment le comité Miss France a fait des dons, etc. Le secours populaire français s'est proposé. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a eu des dons privés. Mais à un moment donné, ça devient difficile d'aider. Sur 20 ans, c'est difficile d'aider des enfants. Hein. D'autant que les moyens augmentent. Ils ont besoin de plus d'argent, quoi. Enfin, maintenant, il m'en reste 3 que je connais, je sais où ils sont. Et une particulièrement qui m'est très chère et que j'ai encore vue il n'y a pas longtemps. Comment ces enfants vous appellent-ils? Daddy. Ouais. Ouais, c'est émouvant. Hein, ouais, oui, si elle veut vraiment avoir une larme à l'œil, ils disent aussi Maman Natacha. Et ils ne l'ont jamais revue. Ils vous demandent où elle se trouve, ce qu'elle devient? Ils m'ont demandé, oui, j'ai dit divorce, mais de toute façon, le divorce, c'est tellement courant en Thaïlande qu'ils ont trouvé ça normal. Ils ont rencontré après ma compagne aussi et ils l'ont admise. Vous savez, le mariage en Thaïlande, d'abord, soit il est bouddhiste, soit c'est une convention. Et même s'il est bouddhiste, ce n'est pas une institution aussi bétonnée qu'elle ne l'est, en tout cas juridiquement, dans les pays occidentaux. Qu'avaient en commun toutes les femmes qui ont succédé à Monique à travers votre regard? Ah, elles avaient sans doute quelque chose en commun, oui. Oui, mais quoi? La littérature, sûrement, oui. C'est une femme qui n'aimait pas l'écrit. Il y en a eu, mais c'est vraiment très rare et ça n'a pas duré. Mais quelle est la femme qui n'aime pas les écrivains? Ou les écrits, en tout cas. Il y a toujours quelque chose de fascinant chez l'écrivain, parce que l'écrivain, il a un petit peu le raboteur de l'âme, là. Il va chercher, enfin, quand il écrit certains types de livres. Ce n'est pas parce que certaines femmes aiment les écrivains qu'elles aiment pour autant la littérature. Oui, et puis il y a des écrivains qui n'aiment pas la littérature. Hein. Généralement ceux qui réussissent. Pardon, non, je ne devrais pas dire ça. Il y a des gens qui réussissent et qui aiment la littérature et qui font de la bonne littérature, mais ils sont tellement rares. Monique a été assassinée au Burkina Faso où elle vivait. Apprendre sa mort a été la plus intense douleur que j'ai ressentie au cours de ma vie, écrivez-vous. En fait, j'étais sur Internet dans mon bureau à l'étage d'une maison où j'avais à la fois mon meilleur ami et ma relectrice qui relit tous mes livres et qui est professeur de français, d'anglais, enfin bon bref, qui est une intelligence magnifique et qui m'aide beaucoup. Et je lui avais demandé de m'aider parce que comme elle connaît très bien Internet, je veux trouver une Monique Bouffiou sur... mais à l'époque, je ne savais pas qu'elle était morte, donc c'était juste pour la retrouver. Et finalement, elle m'a envoyé par mail un faire-part de la mort de son papa ou de sa maman. Et sur le faire-part, il y avait son nom, donc monsieur et madame Monique Bouffiou et monsieur, le nom de son mari. Et je vois à côté du nom de Monique une petite croix. Et faut-il que je sois dans le déni pour ne pas accepter l'idée que la petite croix veut dire qu'elle est décédée? Quand avez-vous compris et accepté sa disparition? Ce jour-là, mais il a fallu que je descende les escaliers. En fait, je les ai dégringolés. J'étais pratiquement dans les pommes. Hein. J'étais vraiment dans une syncope. Ma copine essayait de m'aider, de me calmer, etc. Et à partir de là, j'ai dit, il faut absolument que je trouve pourquoi elle est morte. Ce n'est pas possible. Elle est morte en 2002, donc elle n'avait pas 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça a été évidemment la force dans le travail m'a permis et à ce moment-là, j'ai décidé de ne plus faire une biographie complète de ma vie, mais simplement de raconter ça. C'était plus important que tout le reste.
Ce livre est bouleversant et ce passage, si vous vous aimez, faites tout, vraiment tout ce que vous pouvez pour ne pas vous quitter, m'a mis cette nuit la larme à l'œil. Mais je vous comprends parce que je ne dis pas que la phrase est spécialement bien écrite, mais en tout cas, elle parle. Elle parle parce qu'on est tous à un moment donné dans des choix. Et parfois, moi en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été négligent avec Monique. J'ai pas été vigilant. J'ai laissé partir cet amour. Comme on regarde partir un petit bateau qu'on a construit sur l'eau, comme ça. Sans savoir qu'il s'en va. Sans savoir qu'il s'en va, peut-être en s'amusant, de fait, tiens, mais je le rattraperai un petit peu plus loin, parce que tout est rattrapable. Non, tout n'est pas rattrapable. Il faut se battre. Quand on aime quelqu'un, quelqu'un nous aime, même s'il y a un gros problème, il faut essayer quand même de... Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Si on se quitte, on va recommencer ailleurs et on va de nouveau avoir un jour un gros problème. On croit toujours qu'on va trouver mieux ailleurs? Vous le pensiez, vous aussi? Je pensais pas, non, pas vraiment que l'herbe était plus verte ailleurs, mais elle était peut-être plus... C'est plutôt la chèvre de Monsieur Seguin, hein. C'est pas tellement l'herbe. C'est que je trouvais qu'il y avait toujours moyen de trouver une forme de bonheur quelque part. Et puis je pensais, à un moment donné, à tort, que suivre des règles de vie, une dogmatique, une religion, le conseil de ses parents, que ça allait me mener au bonheur. Et en fait, c'était des règles pour moi qui sont maintenant militaires. Et quand avez-vous trouvé le bonheur finalement? Je vais essayer de savoir quand je pourrai le trouver, oui. Disons que je ne l'ai pas trouvé, non. Quand avez-vous trouvé le bonheur? Je l'ai eu à ce moment-là, mais c'était évidemment très, très court, très éphémère. C'est pour ça que j'ai mis le coquelicot, non seulement parce que j'avais dessiné des coquelicots dans son livre de poésie, mais aussi parce que cette fleur, dès qu'on l'accueille dans l'heure d'après, elle perd ses pétales. Le bonheur, c'est des instants, et ça j'en ai connu, mais le bonheur, dire... L'apaisement, je commence à l'avoir avec ce livre. J'ai l'impression que je lui ai écrit dans ce livre toutes les lettres que je ne lui avais pas écrites. Pourtant, je parle aussi beaucoup de moi, hein. C'est une autobiographie, mais quand même, c'est comme si je lui parlais à elle. Et voilà, je suis passé hier sur sa tombe. Mais je n'ai pas déposé le livre, ça ne sert à rien. J'ai beau être... Vous y déposez toujours des roses? J'ai déposé longtemps des fleurs, puis maintenant je suis dans une relation beaucoup plus spirituelle. Je suis devenu bouddhiste thaï, donc j'ai une autre façon de voir les choses. Et vous qui êtes bouddhiste, vous espérez, vous cherchez un signe de la part de Monique? Maintenant je l'ai fait. Que ce livre est écrit? J'ai tout osé, même les tables tournantes, les médiums, les plus sombres, les plus noirs, j'ai tout, elle n'est jamais apparu. Donc, néanmoins, vous êtes toujours attentif à ce qui vous entoure? Non, parce que maintenant je sens qu'elle est là, mais différemment. C'est-à-dire que pas avec les paramètres que je croyais. Je croyais avoir des signes, et les signes c'est toujours quelque chose de physique ou je sais pas, quelque chose qui bouge. C'est toujours dans le mouvement. Et en fait, c'est bien mieux que ça. C'est que je l'ai en moi, mais je la partage aussi parce qu'il y a d'autres personnes que moi qui l'ont aimée et qui l'aiment encore et qui se la partagent. En fait, on n'est pas des individus. On est une grande entité. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Nous partageons aujourd'hui un tête-à-tête. C'est un titre qui vous rappelle bien des souvenirs. Oui, c'était mignon, cette émission. Ouais. C'était mignon. C'était très dur parce que j'ai été propulsé de petites émissions anodines à subitement un Access Prime Time de 5h à 8h avec Anouchka, qui était une professionnelle, une grande professionnelle de la télé et qui est restée. Elle n'est pas restée à la télé, mais elle est restée professionnelle. Et je me suis retrouvé dans ce que je ne connaissais pas, c'est-à-dire les rivalités avec les autres animateurs et avec une presse qui nous épluchait. Entre nous, on peut le dire aujourd'hui, avec qui étiez-vous en rivalité? À l'époque, on peut le dire, c'était... en fait, RTL avait séparé les canaux français et belges. Donc il avait mis les deux stars de la télévision RTL sur le français, ce qui est normal parce qu'on visait Paris. Donc ils ont mis Jean-Luc Bertrand, Marilène Bergman, et ils ont mis Anouchka et Claude Rappé de l'autre côté. Alors, de notre côté, on avait une audience assurée par le câble. De l'autre côté, il y avait une assurance à conquérir parce qu'ils étaient en vaisseau hertzien
et puis qu'il fallait surtout arriver à monter rue Bayard à Paris et monter... Donc, ils ont ressenti ça aussi avec l'Infantine, une émission qui s'appelait La Bande à Grosbeau, qui a été créée en lieu et place de Citron Grenadine, qui marchait très bien. C'est-à-dire que le directeur des programmes, Jean Stock, à l'époque, nous a placés dans un contexte où on prenait toute l'audience des autres, ainsi que leurs émissions, parce qu'il avait de grandes ambitions pour eux. Mais eux ne l'ont pas vu tout de suite comme ça. Ils ont vu qu'ils perdaient quelque chose. Une rivalité avec quel animateur? Avec Jean-Luc Bertrand? Avec Jean-Luc Bertrand, il y avait... Je ne sais pas si c'était une rivalité, mais enfin, il ne m'aimait pas. Il vous le faisait sentir? Ah oui, 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 nettement. Jusqu'à quel point? Non, il n'y a pas eu de bagarre, mais, mais c'était... Non, on ne s'aimait pas, quoi. Vous en avez souffert? Oui. Oui, parce que je le considérais comme un très bon animateur. Et celui qui m'a beaucoup aidé, c'est Georges Lang. Georges Lang m'a vraiment soutenu, alors que lui, c'était vraiment un grand animateur et puis une encyclopédie du rock. Et c'est toujours votre ami, d'ailleurs? C'est toujours mon ami. Marilyn, c'est différent. J'ai voulu m'expliquer avec elle. Elle, semble-t-il, elle n'a pas voulu insister. Genre, elle avait son avis. Donc, bon, restons-en là. Pourtant, vous partagez tous les deux, vous et elle, une grande proximité avec la spiritualité. Oui, c'est vrai. Et en même temps, j'ai été chez elle pour l'interviewer pour le magazine Télépro il y a quelques années. Et ça s'est fait en grande intelligence, tendresse et gentillesse. Donc, et même encore maintenant, je suis ami avec elle sur Facebook comme beaucoup, mais là, je partage de temps en temps avec elle. Je pense qu'il y a prescription en ce qui concerne. Mais à l'époque, il y avait vraiment des... C'était dur parce que, on ne va pas citer de nom, mais il y a un journaliste que vous connaissez bien qui, à l'époque, faisait écrire un courrier de lecteur mensonger à notre égard, Anouchka et moi. Et ce journaliste, un jour, que je connaissais d'ailleurs, m'a dit, écoute, j'ai tellement mauvaise conscience que je te signe une lettre comme quoi effectivement j'ai fait ça et tu peux attaquer le journal. Et quand j'ai été trouver Jean Stock avec cette lettre, il m'a dit, on fait quoi? On se met à dos le plus grand journal de Belgique, c'est pour dire qu'on les citer. On se met à dos le plus grand journal de Belgique, ou bien on fait semblant de rien, on continue, parce que ça ne nous empêche pas de continuer. Et il avait raison. C'était des guerres stupides. Il ne s'est jamais rien passé d'autre que de l'amitié entre Anouchka et vous? Entre Anouchka et moi, si, nous avons été un couple, oui. Nous avons vécu ensemble, oui. Oui. Quel souvenir en gardez-vous? Du couple? Oui. Oh, je ne peux pas vous dire, c'est plus intime. Non, mais bon souvenir. On est très amis. Hein. Alors, comme elle écrit en plus, c'est magnifique. On se retrouvait avant, quand il y avait vraiment des salons du livre, on se retrouvait, on parlait ensemble. Il faut savoir aussi qu'elle a une fille, Tatiana, qui est comme une sœur pour mes filles. Ce sont 3 sœurs, quoi. Voilà. Et puis, je m'entends très bien aussi avec Edmond Blatchen, qui est le papa, et aussi avec Pierre Ursi, qui est l'ami de Natacha maintenant. Non. Alors ça, c'est la famille, pas recomposée, mais qui se retrouve à l'américaine, quoi. Vraiment, tout va bien. Tout va bien, ouais. J'ai pas de... Je sais pas, votre regard perçant me voudrait peut-être que je dise quelque chose, mais j'en ai rien à dire. Pas du tout. Il n'y a rien à dire, en fait. Pas du tout. Un regard bienveillant. Bienveillant, voilà. Quelques questions un peu plus insolites. Confidence pour confidence, le jour de votre vie que vous aimeriez revivre? En rapport avec Monique, j'aimerais revivre le moment où elle me tend son carnet de poésie et qu'elle me dit « je t'aime ». Parce qu'au lieu d'être complètement idiot, là, j'aurais géré. Et celui que vous aimeriez oublier? Le jour où, sans doute, j'ai appris son décès. Mais ça ne sert à rien parce qu'elle est décédée, voilà. À quoi êtes-vous addict? Au whisky, à la cocaïne. Non, je prends rien, je prends aucune drogue. Si, de l'alcool, je prends un verre d'alcool de temps en temps, mais non. Addict à l'écriture, oui, on va dire ça. Aux gens. Par exemple, la Thaïlande, c'est pas la beauté des plages, ce sont les gens qui me plaisent. Je sais qu'on dit que leur sourire est commercial, qu'il est fabriqué, qu'il ne veut pas toujours dire ça, mais au moins ils sourient.
Tandis qu'ici, vous rentrez dans un magasin, vous avez quelqu'un qui vous tire la tête et que si vous touchez à un objet, non, non, pas touché. Je ne dis pas que c'est partout comme ça. Mais, non, j'aime bien la mentalité thaïlandaise. Oui. Quelle est votre part de féminité? Il paraît qu'elle est énorme. J'ai écrit un jour un livre qui s'appelle Salomon, le roi des femmes. Et il a été traduit en espagnol. En français, il a fait un piètre succès. Et en espagnol, il a fait un best-seller mondial. Et mon éditeur m'a dit, tu vois, quand tu écris en espagnol, c'est beaucoup meilleur. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'était une femme qui avait traduit. Et elle m'a dit, j'ai écrit ce livre facilement parce qu'il est perclus de féminité. C'est une femme qui a écrit ça. Je dis Salomon, le roi des femmes, et ben oui, c'est une femme. Donc voilà, c'est un exemple de ma féminité, sans doute. Physiquement, qu'aimeriez-vous changer en vous? J'ai du mal avec le poids pour le moment. Voilà. Avez-vous déjà eu une relation homosexuelle? Amoureusement, oui. Sexuellement, non. Comment était-ce? Ah. Difficile d'en parler parce que c'était une star. Donc j'étais admiratif devant son art et j'étais humainement complètement conquis par le personnage. Quelques jours de plus et voilà, c'était fait. Mais pas de regret? De l'acte sexuel, non. Mais vous savez, je vais beaucoup en Thaïlande, hein, ça pourrait se faire. Je commencerai par un ladyboy alors. Je sais pas. Qu'avez-vous déjà fait d'illégal? Beaucoup de choses. Là, par exemple, je viens quand même de passer 4 fois la frontière sans faire le test PCR. Mais en fait, c'est pas tout à fait de ma faute parce que actuellement, je suis en même temps résident français et toujours citoyen belge. Alors c'est un peu compliqué. Oui, non, je suis pas un voleur, je suis pas un... Mais j'aurais pu, tiens, ça. Oui. En tout cas, s'il s'agissait de voler, pas des riches, mais des systèmes dictatoriaux, oui, je ne serais pas gêné. Et vous avez connu des bandits? Oui. Des bandits sérieux? Oui, oui, intimement, oui. Ah, mais là, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Parce que parfois, ce sont des gens qui ont vraiment pignon sur eux. Mais des gens qui ont du sang sur les mains, oui. Ça a laissé des traces en vous? Je vais vous dire, ça m'a permis d'être un petit peu plus relatif. Puisque vous parlez de bandits, est-ce que je peux dévier sur dictateur? Tous les bandits ne sont pas dictateurs. Non, mais je peux avoir rencontré des dictateurs que les gens considèrent comme des démons. J'ai rencontré Bachar el-Assad. J'ai sympathisé avec Bachar el-Assad. J'ai mangé à la table de Moubarak. Mais tout ça, c'était dans le cadre journalistique, évidemment. Mais vous l'avez mal vécu? Non. Non, avec Bachar, par exemple, j'ai eu des discussions où il m'expliquait, mais si moi, je me retire et j'assouplis la politique de mon père, mais j'ai même serré la main à Fayez el-Assad. Mais c'était dans un contexte journalistique, hein, je le dis bien, c'était pas par désir ni pour recevoir des faveurs, aucune. Mais j'étais conférencier en Syrie et ça s'est passé à Palmyre et j'ai vraiment discuté avec lui. Il m'a dit, si moi je me retire de ce contexte de dictature, les frères musulmans sont là demain et il ne parlait pas encore de Daesh ni d'Al-Qaïda, mais ce qu'il m'a dit ce jour-là, c'est avéré. Le jour où il a lâché prise, ou en tout cas où il a été vaincu, c'est devenu une catastrophe. Regardez l'état de la Syrie actuelle. Mais il est toujours là. La chose la plus folle que vous ayez faite par amour? Par amour, écrire un livre pour une folle qui m'a aimé sur base de rien il y a 20 ans, c'est ça. Et je dis pourquoi une folle? Parce que c'est un qualificatif pour moi qui me plaît. Elle devait être folle pour m'aimer comme ça, c'est pas possible. C'est sans doute la chose la plus folle que j'ai faite. Après, on pourrait chercher dans les affaires courantes. Rouler trop vite sur l'autoroute, comme je dis dans le livre, nager avec une baleine et son baleineau. Oui, je l'ai fait, ça, c'est vrai en plus. Mais bon, résumer une vie à ça.
À quel moment écrivez-vous? J'aime bien écrire la nuit, mais en vieillissant, ça devient dur. mais jamais le matin, ça c'est sûr. Je ne suis pas du matin. Ma tartine et moi, on est en très mauvais rapport et pourtant j'ai faim. Mais le café et la tartine, il faut que ça passe, mais j'ai presque l'air de m'engueuler avec elle. Vous avez 2 enfants. Oui. Quel papa êtes-vous? Il faudrait leur demander à elle, mais je viens d'en parler un petit peu avec ma fille. En tout cas, quel papa essayez-vous d'être? J'ai en tout cas été un papa assez laxiste, elles disent sévère. Donc je n'ai pas été assez laxiste, visiblement. J'ai dû être sévère. Et maintenant, le regard que je porte sur elles, c'est qu'elles sont mes phares. Et elles disent aussi que je suis leur phare. Alors, bon, ben, ça doit faire très éclairé chez les râpés, hein, parce que si on est tous des phares... Le problème, c'est que les bateaux, quand il y a trop de phares, ils ne savent plus où aller. Quel regard portez-vous sur votre vie? Si je pouvais la recommencer, ça redémarrerait à 16 ans, oui, à 15-16 ans. Je ferais plus toutes ces conneries, j'ai fait que des conneries, quoi. En fait, pour vous répondre de manière intelligente, parce que là je dis que nous des bêtises, j'ai jamais eu l'impression d'avoir choisi ma vie. Tout est arrivé par accident. Ce qui est professionnel, par exemple, je suis rentré à RTL par accident, je suis rentré dans la comédie par accident, je suis rentré dans l'écriture par accident aussi, désir, mais accident. À chaque fois, en acceptant ce qui se présentait à vous, vous aviez le choix de Opportuniste. refuser, vous étiez libre. Opportuniste. J'avais un manuscrit dans mon tiroir à RTL qui était Godefroy de Bouillon. Ça faisait des années que j'avais, pas des années, mais des semaines, des mois que j'avais ce manuscrit. Et je l'ai donné à une femme qui connaissait bien un éditeur chez Albin Michel. 15 jours après, j'étais édité. Donc je suis opportuniste quand même. Je lui ai donné en disant donne-le parce qu'il le lira peut-être. Voilà. Et quand on m'a dit il y a un contrat, mais il y a des corrections à faire, pas de problème. La télé, c'était la même chose. Je suis invité dans une émission. On me dit si vous voulez revenir pour la présenter. Oui, oui, bien sûr. Je me doute de rien. Je ne sais rien faire, alors autant qu'à faire, puisque je ne sais rien faire. Je suis un autodidacte, bon, ben, j'apprendrai. Vous m'avez dit durant cet échange que vous cherchiez toujours le bonheur. Cela veut-il dire que vous n'êtes pas un homme heureux? Je cherche des moments de bonheur et je ne suis pas un homme heureux. Parce que je ne connais pas, moi, les gens heureux. Je ne sais pas, je ne les comprends pas. Vous les enviez? Non, parce que je trouve qu'ils sont malades. Ce sont des fous. Être heureux tout le temps? Non, c'est pas normal. C'est pas normal d'être heureux en ayant dans la tête tout ce qui se passe dans le monde actuellement, en mangeant quoi? Une tranche de foie gras et en sachant qu'il y a un enfant qui meurt au Yémen de faim. Non, on ne peut pas. Le bonheur n'existerait sur Terre que s'il y avait une généralité d'apaisement pour tout le monde. Un paradis sur Terre. Mais rien que de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le voisin, moi déjà, ça ne me rend pas complètement heureux d'avoir un verre de pomme-roll devant moi. Comment faites-vous pour aller bien alors? Ben je me démerde, hein. Mais je vais sans doute pas bien. Hein. Une femme partage votre vie. Ouéba? Waïba, oui. Ouéba. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Elle est d'origine kabyle en fait, mais elle est française, hein. C'est une parisienne, c'est une vraie parisienne. On s'est rencontrés le plus bêtement du monde dans une boîte de nuit. Et je ne sais plus si c'est elle ou quelqu'un m'a proposé de danser. Non, c'est pas elle. Quelqu'un m'a demandé si je voulais danser et j'avais de gros problèmes d'hernie discale. Et j'ai dit non, je peux pas parce que j'ai mal au dos. Et là, elle m'a dit si vous voulez connaître un bon ostéo, j'ai une bonne adresse. Elle m'a donné donc l'adresse de l'ostéo. Et en ayant l'adresse de l'ostéo, j'ai fini par avoir son numéro de téléphone à elle et je l'ai revu. Voilà. Les boîtes de nuit sont des endroits que vous aimez fréquenter? Non, alors? pas du tout, mais à l'époque, c'était une époque où Natacha Hamel était très souvent à Los Angeles, parce qu'elle essayait de défendre un projet là-bas. Et donc j'étais beaucoup seul à Paris, et il n'y a rien de plus solitaire que Paris quand on est seul. Hein. C'est les grandes villes, les grandes solitudes, comme disait Michel Berger. Dans les villes de grande solitude. C'est vrai que donc alors que ce que je faisais, comme je suis un nocturne, j'allais dans la boîte en face de chez moi. Voilà. Vous avez 68 ans. Comment vivez-vous le temps qui passe? De deux façons. C'est-à-dire que je suis content d'avoir 68 ans par rapport à l'époque qu'on vit. C'est un peu lâche, mais j'ai pas envie de refaire
ça dans le sens inverse parce que ça va être terrible dans les années qui viennent. Enfin, chacun se démerdera. Hein. Je pense qu'il y aura quand même des ressources. En revanche, les petites déchéances physiques qui arrivent, là, j'aime pas du tout. Hein. C'est très désagréable. Vous avez peur de la mort? Je n'ai pas peur du tout de la mort, mais j'ai peur de la maladie pré-mortelle, létale, la maladie létale, l'hôpital, les tuyaux dans le nez, tout ça. Non, ça, j'en ai une peur bleue. Oui. Vous avez déjà pris des dispositions? Pourquoi? Pour mettre des tuyaux dans le nez? Ou pour atténuer, C'est moi qui... stopper... Ah, je suis pour maintenant, mais je ne sais pas, mais comme j'ai toujours dit à mes filles, l'euthanasie, si je souffre trop, si je suis dans... J'imagine un cancer horrible qui ne guérit pas. Pas d'acharnement. Pas d'acharnement médical. J'aime pas le mot suicide, mais euthanasie, oui. Une fin de vie assistée. Dans Mort imminente, qui est le livre qui précède encore Combat libre avant, j'explique comment, effectivement, puisque je me mets dans la peau du personnage, je voudrais que ça se passe, oui, comment on doit couper, pas couper le courant, mais couper les machines, quoi, oui. Oui, ça, oui, non. Vivre jusqu'à 110 ans, ou même jusqu'à 90 ans, 90 ans, en souffrant, non, mais si je ne souffre pas. La vie tant qu'elle veut, mais sans souffrance. Comment envisagez-vous la suite? De maintenant, je ne demande qu'une chose, c'est que la Thaïlande résolve son problème de Covid et que je puisse y retourner, aller revoir les gens que j'aime là-bas et puis surtout savoir, enfin, là je suis au paradis, voilà, c'est bien. Et puis revenir, avoir envie de revenir. Est-ce que écrire est douloureux pour vous? Ça a été douloureux, oui. Le livre où j'évoque Monique, les passages où j'évoque Monique. Les passages où j'évoque mes grands-mères, non, c'était plutôt des bons souvenirs. Il vous faudra du temps alors avant de réécrire à nouveau? Ou bien ce livre-ci est votre dernier? Non, je suis en train d'écrire un livre qui est costaud. Une voyante m'a dit il y a 40 ans, le jour où vous écrirez ce livre, ce sera le dernier. Alors je mets du temps pour l'écrire. J'écris un livre sur Shakespeare, sur la vie de Shakespeare. Je suis fan. Donc j'essaie de comprendre le philosophe Shakespeare, le vivant, celui qu'on dit qu'il n'a pas existé et qui a quand même écrit ces textes. Enfin bref, je démêle tout ça. Mais c'est très intéressant sur le plan du droit romain, parce qu'à l'époque, il y avait un droit anglais qui sévissait sur les livres publiés, mais pas sur les œuvres de théâtre. Alors la grande question, c'est comment se fait-il qu'on ait 37 à 39 pièces de théâtre de Shakespeare à une époque où il n'y avait pas encore l'imprimerie, ou alors s'il y en avait, c'était vraiment pas pour imprimer des livres, il n'y avait pas de codex, il n'y avait pas de tradition de droit d'auteur. Comment ça se fait? C'est quand même un grand mystère. Et je pense savoir percer certains aspects de ce mystère. Ça me passionne d'écrire. C'est presque un thriller en fait. Un thriller historique, on va dire. Donc il y aura peut-être aussi un thriller? Ou bien vous avez décidé que ce livre sur Shakespeare était votre dernier? Non, ça j'ai pas décidé. C'était la voyante qui m'avait dit ça, mais ça me fait peur. Parce qu'elle m'avait dit, vous allez un jour écrire sur votre maître, sur Shakespeare, et ce sera le dernier. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est le dernier livre que j'ai écrit, ou bien c'est le dernier avant de... Bon. Qu'est-ce qui vous avait poussé à aller la voir? Alors, à l'époque, on recevait beaucoup des voyants et des voyantes sur les plateaux de RTL Télévision Luxembourg. Et après, on allait manger, parce que c'est une émission qui se passait à midi. Et puis, on avait envie, évidemment, après, fais-moi un thème, comme on disait, que ce soit un thème Lenormand, que ce soit des cartes, que ce soit tout, enfin tout. Ce qui m'avait beaucoup plu, c'est la géomancie. Un art binaire qui permet de regrouper dans une pyramide des espèces de dominos comme ça. C'était très intéressant parce que ça, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être que c'était de la transmission de pensée, mais il y avait beaucoup de choses vraies. J'étais ravi d'apprendre à mieux vous connaître aujourd'hui. Merci pour ce moment de partage. C'est moi qui vous remercie parce que vous avez... C'est un art, mais aussi, je pense, une nature à donner envie de partager, de dire, de parler. Merci beaucoup et à bientôt, je l'espère. Merci Nicolas. Je rappelle que votre roman, L'écolière,
est paru et disponible à la vente dans toutes les bonnes librairies. La couverture s'affiche en ce moment sur votre écran. Merci pour votre fidélité, vos partages, vos commentaires et vos likes. À très bientôt.